Bon, cette table ronde en vidéo et à distance est consacrée à la puissance européenne à l'épreuve de la Russie. Elle est le résultat d'une belle coopération entre plusieurs acteurs, mais plus précisément aujourd'hui entre Sciences Po Grenoble et l'Université populaire européenne de Grenoble. Pour cette conférence, nous avons la chance d'avoir à distance plusieurs intervenants qui se sont tous branchés, et c'est une bonne chose, qui connaissent bien ces sujets. Monsieur Maxime Lefebvre est diplomate de carrière, professeur à Sciences Po Paris, à l'École supérieure de commerce de Paris. Il a été impliqué dans les questions européennes, notamment à Paris, Berlin, Bruxelles, Vienne. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages, dont un en rapport avec notre sujet, l'Union européenne peut-elle devenir une grande puissance? Je crois que le sujet est tout à fait en phase avec notre thème. Monsieur Fabien Terpan est maître de conférence à Sciences Po Grenoble, co-directeur du Master Gouvernance européenne, titulaire d'une chaire Jean Monnet, responsable de la direction des relations internationales de Sciences Po Grenoble, directeur adjoint du CESIS, Centre d'études de sécurité internationale et des coopérations européennes, auteur lui aussi d'ouvrages et d'articles. Madame Katsiarina Zouk est professeure en géopolitique à Grenoble École de Management et collaboratrice du Centre d'études en géopolitique et gouvernance de GEM. Elle est également, et je ne l'oublie pas, chargée de mission à l'Université populaire européenne de Grenoble, association d'éducation populaire sur l'Europe. Elle est l'organisatrice de ce moment d'échange. Je fais quelques éléments, en quelque sorte, d'ouverture, d'introduction sur la thématique, pour être pas trop long. Le sujet de la puissance européenne à l'épreuve de la Russie est tout à fait complexe. Il est évidemment en phase avec une grande actualité, la guerre en Ukraine, qualifiée d'opération militaire spéciale par le président Poutine et ses multiples conséquences. Cette guerre revenue en Europe dure depuis le 24 février dernier et ne semble pas prête de se terminer rapidement. Après la crise sanitaire qui a fait s'interroger sur les capacités de l'Union européenne à faire face à une telle pandémie, cette nouvelle guerre européenne pose aussi des questions majeures sur la puissance européenne. On dit souvent que l'Europe avance grâce aux crises. C'est plus qu'une crise cette fois-ci, c'est une guerre. L'Union européenne face à cette guerre et ses États membres ont vite réagi pour aider l'Ukraine par de régulières livraisons d'armes, sans risquer de déclencher une autre guerre cette fois-ci, en apparaissant comme co-belligérante. Les États européens, l'Union européenne ont mobilisé des moyens financiers pour aider l'accueil des réfugiés ukrainiens dans beaucoup d'États membres de l'Union européenne, d'abord largement en Pologne, mais pas seulement en Pologne, bien évidemment. Cette solidarité à l'égard de l'Ukraine a été affirmée lors du sommet de Versailles en mars dernier. La réflexion sur l'avènement d'une puissance européenne s'est poursuivie avec l'adoption d'une nouvelle boussole stratégique en matière de sécurité et de défense de l'Union européenne. Le président français, réélu, a régulièrement souhaité que l'Union européenne acquiert une souveraineté pour aller vers une puissance européenne, pas seulement sur le plan économique. Il l'a affirmé, confirmé une nouvelle fois lors de son intervention le 9 mai dernier, dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe à Strasbourg. Cette guerre va-t-elle faire évoluer le logiciel de la construction européenne reposant sur le plus jamais ça, plus jamais de guerre, donc une Europe pour la paix et exclusivement pour la paix? Cette nouvelle guerre en Europe remet en question la question de la sécurité, de la défense au premier plan, mais aussi l'environnement stratégique de l'Union, sans oublier son affaiblissement économique compte tenu de sa dépendance aux énergies russes. La notion de puissance est riche de composantes: puissance économique, puissance monétaire, puissance juridique, puissance sanitaire, puissance militaire. Où en est-on aujourd'hui, la puissance de l'Union européenne? La première conférence de l'UPEC, je m'en souviens, c'était en 2006, était consacrée à un sujet: l'Europe, une puissance douce. Je ne sais pas si c'est encore vrai, cette dimension-là. C'était justement avec Fabien Terpan. La notion de puissance, effectivement, doit être travaillée. Il s'agit de définir une forme de nouveau destin pour l'Union européenne du fait de la guerre en Ukraine.
Alors, je vais commencer ma succession de questions. Question d'abord à Fabien Terpan. Qu'est-ce que la notion de puissance implique dans le cas de l'Union européenne et sur quel fondement l'Europe puissance s'est-elle éventuellement créée? Merci beaucoup et merci pour cette invitation. Alors, la question de la puissance, quand on l'appréhende dans le cadre de l'Union européenne, est une question qui suppose de sortir un peu de nos cadres de pensée habituels, puisqu'on a tendance à assimiler la puissance à l'État. Donc, il faut déjà, si on réfléchit à la puissance au niveau de l'Union européenne, se dire est-ce que en dehors des États, la puissance peut exister? Je pense qu'elle peut exister effectivement, que ce soit au-dessus des États avec le cadre de l'Union européenne ou de manière transversale ou transnationale avec par exemple les multinationales qui, d'une certaine manière, exercent une forme de puissance qui entre en compétition avec les États. Donc, penser la puissance au niveau de l'Union européenne suppose aussi, bien évidemment, de clarifier les outils d'analyse qui sont à notre disposition, parce que la notion de puissance, comme toutes les notions qu'on utilise pour mieux comprendre le monde, c'est une notion qui peut avoir des sens différents. Et selon le sens qu'on donne à cette notion, l'Union européenne peut être une puissance ou, au contraire, ne pas être du tout considérée comme une puissance. Alors, pour répondre plus précisément à la question, je pense qu'on peut partir de deux façons d'appréhender la puissance ou deux définitions possibles de la puissance. La première définit la puissance en termes de capacité et la seconde plus dans une logique de dynamique ou d'interaction avec d'autres acteurs. Les capacités, je dirais, c'est comme ça qu'on a défini la puissance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les grands auteurs, Hans Morgenthau, Raymond Aron en France, ont défini la puissance en s'appuyant sur les différentes capacités dont un acteur peut être doté ou ne pas être doté. Et donc, on accumule des capacités ou au contraire, on a des capacités qui manquent. Et moi, de cela, je tire la distinction en disant entre une puissance sélective et une puissance complète. Une puissance sélective serait celle d'un acteur qui serait puissant dans certains domaines, pas dans d'autres. On utilise très souvent, à propos de l'Union européenne, cette métaphore du géant économique et du nain politico-militaire qui est souvent reprise. Donc, ça correspond à cette idée d'une puissance sélective, puissance dans les domaines économiques, mais pas dans les domaines politico-militaires. Chad Damrow a notamment écrit sur la puissance par le marché, Market Power Europe, qui est l'idée selon laquelle l'Union européenne ne serait puissante que dès que son marché peut être un outil utilisable. Donc ça, c'est je dirais, une première façon d'appréhender la puissance par les capacités, et ça nous amène à nous interroger sur ce qui pourrait manquer au niveau de l'Union européenne pour qu'elle soit une puissance complète. Alors, je pense qu'elle est allée au-delà d'une simple puissance économique, mais c'est vrai qu'elle n'a investi le champ politico-militaire que de manière très, très partielle pour le moment. La guerre en Ukraine montre bien que sur le plan des capacités militaires des États, par exemple, il y a une sorte de changement presque de paradigme pour certains États qui semblent s'engager sur la voie d'une augmentation des dépenses militaires pour atteindre le fameux seuil des 2% du PIB. Et puis la deuxième manière d'appréhender la puissance, c'est dans une logique plus dynamique, dans ses interactions avec les autres acteurs. La puissance est aussi une question d'interaction avec les autres, une puissance par rapport aux autres. Et à ce niveau-là, on peut utiliser cette typologie qui a été notamment en France mise en avant par Serge sur des différentes capacités de faire, de refuser de faire
capacité de faire faire aux autres ce que l'on souhaite qu'ils fassent, et, ou d'empêcher empêcher les autres de faire ce qu'ils entendent faire. Les deux premiers aspects, la capacité de faire ou de refuser de faire, en quelque sorte, c'est l'autonomie. Un acteur est autonome, il peut agir comme il entend agir dans les relations internationales, de manière autonome, sans nécessairement avoir besoin des autres ou le moins possible. On voit que cette question de l'autonomie aujourd'hui est une question centrale au niveau de l'Union européenne, avec notamment le débat autour de l'autonomie stratégique et avec aussi les débats sur la souveraineté européenne, d'une certaine manière, qui rejoint cette question de l'autonomie européenne. Alors, le deuxième aspect, l'interaction, l'impact sur les autres, c'est la capacité de faire faire ou d'empêcher de faire. Ces deux éléments-là ont en commun de mettre en question l'influence ou l'impact d'un acteur sur les autres. Et à ce niveau-là, on peut s'interroger sur le type d'impact qui est possible, et on retombe sur cette distinction entre puissance soft ou dure, le fameux soft power, ou une puissance plus coercitive. Et là, on a effectivement une Union européenne qui a été longtemps assimilée à une puissance normative, pas exactement une puissance douce, mais une puissance normative qui influence les autres par ses normes. Jusqu'au jour où, d'une certaine manière, on a aussi remis en question cette notion de puissance normative, parce que tout simplement, la puissance normative, on n'est pas sûr qu'elle s'exerce avec efficacité. Est-ce que l'Union européenne exerce véritablement de l'influence par ses normes? Et puis, évidemment, parce que, dans certains cas, la puissance normative paraît peu adaptée à un contexte qui appelle de la coercition. Donc, je ne dis pas ça pour dire que c'est l'un ou l'autre, ou que c'est un choix à faire pendant une période donnée, mais évidemment, on a toujours ce débat. La puissance normative est-elle véritablement efficace? Est-ce qu'elle suffit à appréhender toutes les situations qui se présentent dans les relations internationales? Évidemment, avec la guerre en Ukraine, on a plutôt l'impression que c'est l'aspect coercitif de la puissance qui est requis. Alors, pour résumer tout cela, et je m'arrêterai là, on peut dire que si on mélange un peu tout ce que j'ai dit, l'Union européenne serait une sorte de puissance qui s'appuie principalement sur le marché, mais pas uniquement, qui privilégie les instruments d'une puissance douce, normative, mais qui en même temps tente à devenir une puissance plus complète, usant d'instruments coercitifs, comme les sanctions, par exemple, et tendant à inclure progressivement une dimension militaire. Mais toutes ces évolutions me semblent être tout de même des évolutions qui vont dans le sens d'un changement de paradigme pour une union qui, à la base, est une union conçue autour de l'idée de paix entre ces États, et qui, dans le contexte et au fil du temps, se voit incitée à devenir plus que cela, et aussi une union qui pèserait en tant qu'acteur, utilisant aussi des moyens coercitifs. Merci. Et on poursuit avec Monsieur Maxime Lefebvre. Est-ce que la puissance européenne a-t-elle été déjà remise en cause, en quelque sorte, dans le passé, en question dans le passé? Oui, je vais rejoindre un petit peu la réflexion de Fabien Interpent en m'inscrivant un petit peu dans la continuité, en soulignant que la puissance est quelque chose de relatif de toutes les c'est toujours dans une interdépendance, et puis qu'il faut bien distinguer effectivement les aspects plutôt hard power et plutôt les aspects soft power, sachant que, comme l'a dit Fabien Interpent, l'Union européenne elle est plus dans le soft que dans le hard, mais elle peut pratiquer le hard. Alors moi je crois qu'il y a deux aspects importants, me semble-t-il, quand on veut réfléchir à cette question de l'existence ou non d'une puissance européenne. C'est d'abord la question de la volonté, de la décision, de la détermination. Et ça rejoint la capacité de l'Union européenne à représenter en fait un centre de pouvoir qui a ses propres objectifs, sa propre vision des choses, politique, et qui est capable d'agir, d'avoir une
une action politique, éventuellement avec des instruments de puissance. Et puis ensuite, il y a la question, comme le soulignait Fabien Terpan, des capacités. Alors, sur la décision et la volonté, là, on a évidemment une difficulté fondamentale dans la puissance européenne, qui est que nous pouvons très facilement être divisés, puisque nous votons à l'unanimité sur toutes les questions de politique étrangère, de diplomatie, de défense, de sécurité, enfin, il y a quand même beaucoup de questions. Donc, c'est compliqué de faire émerger un pouvoir politique unifié qui s'affirme avec ce mode de décision. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit le seul problème, parce que même si on devait voter à la majorité, ça ne veut pas forcément dire qu'on ferait émerger une puissance européenne. La majorité, ça peut simplement conduire à avoir des positions. Ça peut avoir, voilà, on a une position, on a une décision, mais ça peut être très bien, par exemple, être une décision d'abstention. Donc, pas sûr que voilà, cette question majorité-unanimité se résout forcément en disant ce sera merveilleux si on applique la majorité qualifiée. Ce qui actuellement, il y a des pressions en ce sens, ce n'est pas nouveau. Les Allemands, par exemple, souhaiteraient qu'on puisse voter à la majorité qualifiée dans la politique étrangère commune. Emmanuel Macron s'est montré un peu plus ouvert, mais enfin, le Quai d'Orsay n'est pas forcément très favorable à ce genre de sujet. Sur la défense, c'est encore plus compliqué parce que envoyer des soldats, prendre des décisions, des implications en matière de sécurité, c'est difficile. Nous avons comme Français une obligation en termes de Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, si on devait nous imposer une décision à la majorité, ça veut dire que la France ne serait plus qu'un porte-parole de la position européenne au Conseil de sécurité. Elle n'aurait plus d'autonomie, en quelque sorte. Donc, c'est compliqué. D'ailleurs, quand ça avait été envisagé durant la Convention européenne de voter à la majorité, ce serait éventuellement de pouvoir voter à la majorité, sauf sur les questions ayant des implications en matière de sécurité. Et ça, évidemment, ça protégeait en quelque sorte l'autonomie de la France au Conseil de sécurité. Il y avait une espèce de compromis, puis finalement, les Anglais n'avaient pas voulu faire de vote à la majorité, donc on avait maintenu à l'unanimité. Mais ça, cette question, me semble-t-il, de pouvoir décider, pouvoir se fixer par rapport à ses propres intérêts, par rapport aussi à ses valeurs, à décider par soi-même, à avoir sa propre vision des choses, ça me paraît absolument nécessaire. Et je ne dis pas que ça n'existe pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui, les Européens sont capables de faire des choses par eux-mêmes. Ils défendent un ordre multilatéral fondé sur des règles. Quand on voit ce qu'ils ont fait sur la Russie, il y a une capacité à décider. Et pas seulement dans les domaines où on a de la majorité qualifiée. Parfois, on s'exprime même quand on est en désaccord. Alors, ce n'est pas forcément une expression de puissance, mais prenez par exemple l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, il y avait un désaccord fondamental qui séparait les pays européens. On était avant l'élargissement à l'Est, c'est déjà difficile. Et en fait, le Conseil européen a trouvé des formules alambiquées pour ménager la chèvre et le... Et finalement, on a parlé presque pour ne rien dire et pour masquer en réalité une divergence fondamentale. Donc voilà, cette question de la décision, de la volonté me paraît importante. Il me semble qu'elle existe en germe, qu'elle existe dans certains domaines, mais que c'est évidemment très compliqué en matière de politique étrangère et de défense. Au niveau des capacités, alors je rejoins tout à fait ce qu'a dit Fabien Torpan sur le fait que nous avons la force d'un marché intérieur, la force d'une monnaie unique. Notre force, c'est le droit et c'est notre intégration économique. Ça nous donne quand même dans tous ces domaines-là, la politique commerciale commune, sens normatif, comme tout ça nous donne des outils énormes, y compris quand on regarde, par exemple, le Brexit. Le Brexit, on a réussi à négocier vraiment en position de force et en restant unis. On n'a même pas eu besoin, d'ailleurs, de ratifier ni l'accord de retrait, ni le nouvel accord avec les Britanniques par les parlements nationaux. On est complètement dans un système qui a été géré par le système européen unifié. Et la question des sanctions, qu'a aussi mentionné Fabien Terpan, est absolument capitale parce que grâce à ce marché intérieur, qui représente quand même la deuxième économie mondiale, on a effectivement une capacité de sanctionner un peu partout, et notamment on vient de le faire sur la Russie. C'est évidemment compliqué sur les questions de défense, parce que là, d'une part, on manque de moyens.
si vous regardez les moyens européens, quand même pas très brillant. Les Européens ensemble, avec un PNB égal à peu près aux États-Unis, une population supérieure, dépensent un tiers des moyens américains et n'atteignent en réalité que 15% des capacités militaires américaines. Donc on n'est quand même pas très fort. Évidemment, là, on vient sur le dossier russo-ukrainien de décider des livraisons d'armes. C'est quelque chose de nouveau, c'est une décision forte, puisque ça nous entraîne presque d'ailleurs tiers de la co-belligérance qu'on veut éviter. Et puis, mais globalement, sur les questions de sécurité de défense, on a quand même l'Union européenne qui est dépendante des États-Unis, qui conçoit sa sécurité peut-être par un peu la France, mais qui est quand même dans l'OTAN, qui est quand même réintégré la structure de commandement intégré à l'OTAN. Notre sécurité, c'est l'OTAN, c'est l'Alliance Atlantique, c'est même écrit. Et l'Union européenne, par ailleurs, a développé une capacité d'intervention à l'extérieur, mais l'Union européenne ne fait pas la guerre, elle ne fait pas de force de combat pour la gestion des crises, les traités. Donc elle fait du maintien de la paix, voilà, qui est à la limite d'opérations civiles. Moi, j'appelle ça le bras armé de la politique de développement, mais ce n'est pas vraiment une vraie politique de sécurité comme peuvent le faire les Américains. Alors, je voudrais en terminer avec l'évolution dans laquelle notre monde va. On est dans un monde où on est en train de structurer une espèce de bipolarité entre, grosso modo, d'un côté l'Occident et de l'autre côté la Russie et la Chine, hein, qui vont être de plus en plus soudées, probablement. Et donc l'enjeu pour nous, qui était déjà un petit peu l'enjeu de la guerre froide, c'est comment est-ce qu'on existe dans le partenariat transatlantique, parce qu'évidemment on est du côté américain, on est dans l'OTAN, on défend les mêmes valeurs, quelque part on a les mêmes intérêts, donc ou des intérêts qui convergent très largement, mais comment est-ce qu'on existe, quelle est notre autonomie, qu'on pèse, comment est-ce qu'on fait respecter nos intérêts. Bon, tout ça n'est pas très évident. Si vous regardez les Balkans, on est un peu dans une situation où, comme l'avait dit Kagan, les Américains font la cuisine et les Européens font la vaisselle. C'est-à-dire que les Américains gèrent les crises, font l'essentiel des opérations militaires, et puis les Européens gèrent un peu la suite, la reconstruction, le maintien de la paix, etc. Donc on a eu un partage des tâches qui s'est installé là et qui n'est pas terminé. Un autre cas, le Mali. Dans le Mali, la France est intervenue toute seule parce qu'elle a pu intervenir vite avec tous ses moyens, et l'Union européenne a un peu aidé la France par la suite avec quelques opérations de PSDC, mais globalement, on ne peut pas dire que l'Union européenne ait fait preuve de la même puissance qu'a eu la France au Mali. Regardez un autre exemple qui m'a, moi, beaucoup frappé dans les dernières années, c'est l'affaire Huawei. Les Européens étaient sur leur lancée avec la Chine, etc. Bon, à un moment donné, en 2019, ils ont adopté une communication, ils ont pris un tournant, hein, se poursuit aujourd'hui, ce tournant, consistant à voir dans la Chine, certes, un partenaire de négociation, mais aussi un concurrent économique et un rival systémique. Et ça, je pense que les États-Unis ont eu beaucoup d'importance dans le tournant qu'a pris l'Europe là-dessus. Et notamment dans l'affaire Huawei, les Américains n'ont pas de Huawei dans la 5G, et donc ils ont fait très fortement pression sur les Européens qui, quasiment tous, se sont alignés. Le dernier sujet que je mentionnerai, c'est évidemment le russo-ukrainien partenariat oriental. Alors là, c'est intéressant parce que les Européens ont preuve d'une vraie détermination à pousser, à développer le partenariat oriental, à développer les relations avec l'Ukraine. Et donc, voilà, l'Europe, elle a une politique quand même de long terme là-dedans, jusqu'à aujourd'hui. L'action visant à aider économiquement, à soutenir économiquement l'Ukraine, soutenir militairement même l'Ukraine, et prendre des sanctions de plus en plus dures, déjà en 2014 et encore plus en 2022 contre la Russie. Il y a eu aussi, dans cette région du monde, une tentative à certains moments de trouver des accords avec la Russie, ou en tout cas d'avoir une politique propre, mais ce n'était pas forcément l'Union européenne en tant que telle. Par exemple, en Ukraine, en 2004-2005, quand il y a eu la révolution orange, là, il y a eu une action de Chirac et Schröder envers Poutine,
qui s'est combiné avec l'action de l'Union européenne, de Solana à l'époque, du président polonais, pour obtenir de nouvelles élections en Ukraine. Et ça a marché. On a évité une crise en 2004-2005. En 2008, Sarkozy a décidé d'agir dans la crise géorgienne. Alors, il était en présidence de l'Union européenne, mais en réalité, il a fait ça un petit peu tout seul. Il a pris son risque. Comme dirait le président Macron, il a pris son risque. Il est allé négocier un cessez-le-feu à Moscou et Tbilissi, et finalement, les Européens ont suivi. Enfin, c'est quand même très largement la France un peu qui a tiré l'Union européenne dans cette crise. En 2014, quand il y a eu l'autre crise ukrainienne, enfin celle d'avant, là, il y a eu un rôle spécifique de la France et de l'Allemagne à travers le format Normandie, puisque l'Union européenne, elle ne servait plus qu'à adopter des sanctions. Donc, c'est la France et l'Allemagne qui ont joué. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, vous voyez bien, le président Macron essaie de maintenir le lien avec Poutine pour voir si à un moment donné, redonner un peu sa chance à la diplomatie. Et on voit plus difficilement émerger cette Union européenne unie, au-delà de son rôle qu'elle a de prendre des sanctions, d'aider l'Ukraine. Donc, je pose la question de tout cela parce que ça ne me paraît pas évident de faire émerger ce pouvoir politique unifié de l'Union européenne. Je ne suis pas sûr qu'un mode de décision à la majorité le renforcerait. Cette puissance européenne, elle existe communautaire, elle existe aussi dans certaines politiques, sur la politique étrangère, par exemple face à la Russie, mais je ne suis pas complètement sûr, encore une fois, qu'on ait un vrai pouvoir européen qui permettrait de parler de puissance européenne. Merci. Et on poursuit donc directement, cette fois-ci, avec Katia Rinazou. Est-ce que la guerre en Ukraine met à l'épreuve la puissance européenne? Et est-ce que cette guerre, au fond, était inéluctable d'une certaine manière? Alors, eh bien, écoutez, dans mon intervention, je ferai sûrement l'écho à ce qui vient d'être dit par M. Terpent, M. Lefebvre. Je voulais vraiment insister sur le fait que la conflagration du 24 février 2022 résulte bien entendu des questions non résolues après l'annexion de la Crimée 2014, mais qui sont bien plus anciennes. Donc les tensions entre l'Union européenne et la Russie ne datent pas d'hier, ne datent pas de mai 2014. Au fond, pour moi, c'est une question de recherche de bonnes formules du voisinage entre deux espaces ayant suivi des trajectoires historiques, géopolitiques très, très, très différentes. C'est une relation très, très compliquée. Les deux espaces aussi en permanence entre des périodes de rapprochement qui sont dictées par des impératifs économiques, la dépendance économique, énergétique, par la proximité géographique. Donc, il faut gérer la frontière, il faut gérer le mouvement des populations, etc. Et des périodes de mise à distance qui, elles, résultent essentiellement de la divergence de modèles, la divergence fondamentale entre le modèle que propose l'Union européenne, le modèle libéral, démocratique, même si tout n'est pas parfait. On a tous des exemples polonais, hongrois en tête, mais ceci dit, si on veut schématiser, il s'agit quand même d'un modèle de l'une des incarnations du modèle démocratique et libérale sur la planète. C'est le côté européen. Et de l'autre côté, nous avons un modèle autoritaire de plus en plus répressif depuis les années 2000. Si je vais être plus exact, probablement plutôt fin des années 2000. Donc, une divergence fondamentale entre ces deux modèles, mais aussi une concurrence. La Russie des années fin 2000, début des années 2010, n'a absolument rien à voir avec la Russie des années 90, la Russie humiliée qui passe par des phases de vrais bouleversements socio-économiques, politiques, géopolitiques.
à partir de la fin des années 2000, on assiste à un vrai retour de la Russie sur la scène internationale. Nous avons tous en tête l'intervention de la Russie en Géorgie en 2008, son positionnement sur le dossier syrien en opposition avec l'Occident, plus récemment l'intervention dans le Haut-Karabakh en 2020, bien entendu l'annexion de la Crimée en 2014. Voilà, donc la Russie se positionne, fait preuve d'un retour qui est souvent désigné comme un retour triomphal sur la scène internationale. En tout cas, elle véhicule l'image d'un État qui se voit égal à l'Occident, ce qui diffère par rapport aux années 90, et elle souhaite véhiculer cette image d'un modèle alternatif, basé, si on parle de la situation en interne, sur une représentation très patriarcale du pouvoir, sur le nationalisme, sur l'orthodoxie, l'idée d'une slavité, bref. Et à l'extérieur de ces frontières, clairement, c'est un modèle qui se base sur le hard power, l'usage de la force. Donc, par rapport à ces éléments, ce qui s'est passé à la fin du mois de février 2022 me paraît assez logique. Et pourquoi ne pas utiliser la notion d'inéluctabilité, excusez-moi. Cette intervention paraît finalement assez logique par rapport au fait que l'usage de la force correspond parfaitement à l'image que la Russie souhaite véhiculer. Il faut garder en tête que la Russie était déjà présente sur les territoires de l'Ukraine. En fait, le conflit dans le Donbass avait déjà duré plus de 7 ans finalement, enfin presque 7 ans au moment du déclenchement de l'offensive du 24 février. Il faut mentionner aussi le fait que malgré quelques remises en question du pouvoir de Poutine, il a été quand même très soutenu par la population russe par rapport à tout un ensemble des éléments sur lesquels on pourra revenir dans la discussion si vous souhaitez. Et je rajouterai aussi l'idée que finalement, l'Ukraine apparaît comme un théâtre presque parfait pour l'exercice de la force russe. Nous sommes face à un État qui a fait preuve des tentatives de sortir du giron russe, et ce depuis la fin de l'URSS, avec le refus de l'Ukraine de participer aux alliances et organisations sous l'égide de la Russie. Il s'agit d'un État qui n'a pas les mêmes moyens stratégiques que la Russie, donc qui ne serait potentiellement à lui seul capable d'affronter l'armée russe. Et enfin, il s'agit d'un État qui oscille en permanence dans son histoire entre le camp européen et le camp russe. Donc, il fallait quand même, j'ai envie de dire, donner une leçon à cet État post-soviétique désobéissant pour donner une leçon aux autres aussi, parce que la situation ukrainienne n'est pas complètement singulière. Voilà ce que je peux apporter en termes d'éléments de réponse à votre question, Harry. C'est une question que je vous pose à tous les trois, mais quelque part, en vous écoutant, je me dis, est-ce que la fragilité de l'Europe, de l'Union européenne, en quelque sorte, ce n'est pas sa naïveté à l'égard de la Russie? Je ne sais pas qui veut répondre. Monsieur Lefebvre, peut-être? Oui, c'est compliqué de répondre à cette question parce que je pense qu'un jour, des historiens se repencheront sur tout ça, referont la chronologie des événements, diront si à un moment ou à un autre, on a trop réagi ou pas assez, ou on aurait dû faire autre chose. Moi, je rappelle par exemple que, et c'était en 2014, Kissinger et Brzezinski avaient parlé d'une neutralité de l'Ukraine.
Et Brzezinski, pourtant, c'est lui qui, moi je me souviens, j'avais lu son livre, Le Grand Échiquier, l'Amérique et le reste du monde. Il proposait à l'époque de faire plutôt entrer l'Ukraine dans l'UE et dans l'OTAN. C'était son Et c'est livre. fini la finlandisation. Oui, alors oui, bah, on verra comment ça se finit, mais en tous les cas, si vous voulez, c'est vrai que voilà, il y a des choses peut-être à un moment donné qu'on aurait peut-être pu tenter pour empêcher ça. Je pense que ce que dit Katia, tout à fait vrai sur le fait qu'on a deux modèles antagoniques, deux modèles voilà, en concurrence. Pour autant, la question qui se pose, et elle se posait déjà à l'époque de la guerre froide, c'est est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas accepter une part de stabilité géopolitique? Moi, je me dis que la Russie avait aussi des intérêts majeurs en Ukraine, par exemple. Elle avait des intérêts sur la base de Sébastopol, elle a des populations russes, etc. Et je ne suis pas sûr que les Européens ont toujours, ou les Occidentaux en général, ont toujours bien pris ça en compte. Et donc, quelque part, oui, on peut considérer que tout ça a été inéluctable, mais qu'à un moment donné, on aurait peut-être pu faire de l'Ukraine une espèce de terrain neutre, de terrain de rencontre, de compromis en tout cas, et que finalement, c'est devenu le champ de bataille, la déchirure de cet éloignement entre la Russie et l'Occident. Donc voilà, je ne peux pas répondre personnellement à cette question de savoir si on a été trop naïf. Je pense que c'est une espèce de processus où les choses n'ont cessé de se détériorer, on est passé de crise en crise, et les Européens ont été de plus en plus durs avec la Russie. Ça, c'est une réalité aussi. Donc voilà, et on en est là aujourd'hui, et on verra comment on en sort. Néanmoins, cette guerre révèle des fragilités de l'Union européenne. Oui, Katia. Oui, c'était pour rebondir à la question de la naïveté des Européens. Bien entendu, aujourd'hui, on entend beaucoup de spéculations sur le fait que les Européens, pour certains, ils étaient trop sévères dans l'imposition des sanctions après l'annexion de la Crimée. Pour d'autres, finalement, ils n'ont pas pu aller suffisamment loin pour faire pression sur la Russie. À mon sens, ce que l'on a constaté depuis 2014, c'est que malgré les prémices d'une attaque, on va dire, d'une exacerbation de la tension entre l'Europe et la Russie, les Européens sont restés attachés à l'idée de la paix. Donc, il y avait quand même si c'est assez délicat d'homogénéiser et de parler de l'Union européenne, parce qu'on a clairement en tête la division entre deux blocs. Schématiquement, on dit le camp pro des pragmatiques qui voulaient à tout prix maintenir un dialogue avec la Russie et coûte maintenir la porte ouverte au dialogue. C'est le cas de la France, de l'Allemagne. Et de l'autre côté, il y avait ce camp des alarmistes, si vous voulez, les Pays-Bas, la Pologne, etc. Donc déjà, première chose, c'est difficile d'homogénéiser, de parler de la naïveté européenne, parce que les positions étaient très divergentes d'un État à l'autre. Mais globalement, si on veut quand même raisonner en termes de l'Union, par rapport à l'ampleur des sanctions et par rapport au fait que le dialogue était maintenu et que finalement les Européens étaient assez surpris par l'intervention du 24 février, on peut se dire que pendant très longtemps, ils refusaient de voir en Russie un vrai ennemi, un ennemi réel. Mais il me semble que le président Poutine a, au fond, imaginé qu'on se diviserait, imaginé que l'OTAN se diviserait, et c'est tout l'inverse qui se produit. On est beaucoup plus solidaires que nous le fûmes auparavant, et l'OTAN a pris une envergure avec de nouveaux adhésions potentielles, me semble-t-il, n'est-ce pas, Fabien? Oui, c'est tout à fait vrai. Le degré d'unité tel qu'il était perçu par la Russie, je pense que là très clairement, Poutine pensait que les Européens feraient comme ils ont fait dans plusieurs autres cas, c'est-à-dire qu'ils seraient désunis face à une manifestation de force. Et de ce point de vue-là, il les voyait sans doute naïfs. Et en plus,
incapables d'avoir cette volonté politique dont parlait Maxime Lefebvre dans son intervention. Or, en fait, ce qu'on appelle la volonté politique, une notion un peu difficile à cerner, c'est la capacité des Européens à s'entendre sur un sujet de relations internationales. Parfois, elle existe, parfois, elle n'existe pas. Et il n'est pas absolument évident que face à une crise extérieure, les Européens vont se retrouver désunis. En fait, si on regarde le passé, tout dépend des circonstances, de multiples considérations, de contexte international ou de politique intérieure des États. Et donc là, on s'est trouvé dans une configuration où le fait générant la réponse européenne étant si grave et un tel choc que d'une certaine manière, il a renforcé l'unité chez les Européens, plus largement au sein du monde occidental et au sein de l'OTAN. Et donc, d'une certaine manière, il a recréé, ressoudé l'OTAN et lui a redonné une vocation qu'elle se cherchait depuis le début des années 90. Ça, c'est indéniable. D'une certaine manière, est-ce qu'au fond, cette guerre en Ukraine, c'est une sorte de retour à la guerre froide, quelque part, pour monsieur Maxime Lefebvre, peut-être? Moi, je trouve j'ai un peu tendance, évidemment, les situations ne sont plus tout à fait les mêmes, mais un peu tendance à me dire qu'on est sur cette pente-là. Effectivement, on est à la fois sur un phénomène de divergence, concurrence des modèles politiques, comme l'a dit Katia Zouk, et puis on est sur un phénomène d'escalade des tensions, avec maintenant Biden qui parle de défendre Taïwan. Donc, il dit plus clairement qu'aucun président n'a encore dit la volonté de défendre Taïwan face à la Chine. Donc, on est sur un durcissement des fronts, un bloc occidental plus fort. Ça renforce quand même, à mon avis, plus l'OTAN que l'Union européenne. Et ça rend l'Union européenne plus unie, puisqu'on est dans l'OTAN et qu'on est dans le bloc occidental. Mais enfin, je ne suis pas sûr que ça renforce notre autonomie, notre capacité à peser comme acteur autonome. Surtout qu'en plus, on est à l'époque des 6, peut-être on pouvait imaginer un peu plus de convergence, mais à l'époque des 27, c'est plus compliqué de faire converger 27 pays sur des actions fortes. Donc, effectivement convergentes avec ce qu'on fait dans le bloc occidental. Donc, moi, je suis un petit peu, oui, je crains un peu qu'on soit sur cette logique de nouvelle guerre froide. Et une dernière, oui, pardon, Katia. Je me permets d'interagir également parce que cette question me travaille évidemment beaucoup parce que je suis d'origine biélorusse et je me retrouve un petit peu à mi-chemin. Voilà, j'ai fait une partie de ma vie en Occident et une bonne partie de ma vie s'était déroulée en Biélorussie. Donc, je partage l'avis de Maxime Lefebvre. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur cette pente descendante vers l'opposition de bloc, mais je voulais quand même insister sur le fait qu'il y a une différence majeure avec la période de la guerre froide, c'est que nous avons un bloc d'un côté occidental, et nous avons la Russie, me semble-t-il. Donc, quand on regarde aujourd'hui, quand on se penche sur la question des soutiens à l'action de la Russie en Ukraine, eh bien, la liste des pays qui sont en faveur, qui soutiennent la Russie est très, très limitée, et très limitée et très dispersée géographiquement parlant. Nous avons par exemple la Biélorussie, l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela, le Nicaragua. Donc, quand on regarde, il n'y a pas vraiment d'un espèce d'homogénéité, de constitution de blocs, tellement les pays sont différents, ayant leurs propres priorités, leurs propres particularités géopolitiques. Bref, donc de mon point de vue, on est dans la logique de position idéologique, géopolitique, etc. Mais on a un bloc face à un pays, en tout cas pour l'instant. Fabien Terpan, tu voulais réagir? Oui, juste un petit élément qui va tout à fait dans le sens de ce qui a été dit d'ailleurs par tous les deux, à la fois Maxime Lefebvre et Katarina Zouk. La logique
bipolaire, on la voit bien, c'est vrai, mais avec les nuances qu'a apporté Katarina Zout. Mais l'élément de contexte international qui me semble important de noter aussi, c'est le degré d'interdépendance entre les États qui a encore accru par rapport à l'époque de la guerre froide. Et ça, c'est une donnée qui est aussi importante parce que on voit bien les dépendances réciproques, hein, l'Europe dépendante du pétrole, surtout du gaz russe, mais en même temps, la Russie aussi dépendante de l'Europe pour ses exportations. C'est donc une interdépendance. Et si la Russie se reporte sur la Chine, elle se met en situation de dépendance par rapport à la Chine. Si la Chine soutient la Russie, elle se trouve aussi dans une situation compliquée parce qu'elle est aussi dépendante de ses relations avec le reste du monde. Donc on a quand même une situation d'interdépendance plus forte que celle qui, me semble-t-il, existait à l'époque de la guerre froide. Alors, une dernière question avant de passer la question aux autres, mais aux intervenants. Au fond, quels enseignements les Européens peuvent-ils tirer de ces événements de l'Ukraine? Les enseignements, ça fait une très large question, mais quels enseignements essentiels, en quelque sorte, on peut tirer de cette guerre? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Fabien. Oui, alors ça me permet de répondre aussi à la question de la naïveté. D'une certaine manière, c'est compliqué la naïveté, mais parce que en fait, dès qu'on mène une politique étrangère qui met en avant des idées, des normes, bon, on peut se voir reprocher la naïveté. Mais d'une certaine manière, là où il y a quand même véritablement eu, à mon sens, une naïveté, c'est dans la situation de dépendance énergétique où les Européens se sont placés. Hein. Donc, quelques semaines, enfin, juste avant l'invasion russe, on était encore dans la logique de Nord Stream 2, donc dans une logique d'augmentation de la dépendance à l'égard de la Russie sur ces questions-là. Alors ça fait partie un petit peu, je dirais, du logiciel, si je puis dire, de l'Union européenne, qui est un peu basé sur cette idée que les nations qui font du commerce entre elles ou qui sont en situation d'échange économique ne vont pas se faire la guerre. Mais non. Et sauf que voilà, ça ne marche pas tout le temps. Je pense que globalement, ça marche pas trop mal, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose non plus qui peut être absolument généralisable. Et donc, les situations de dépendance doivent être au maximum limitées, en particulier face à des États où il peut y avoir une dérive autoritaire. Voilà, mais dans les années 90, on pensait que tout allait bien se passer avec la Russie, hein, la Russie d'avant Poutine. Il y avait le partenariat oriental au niveau de l'OTAN. L'Union européenne avait aussi une ambition de partenariat fort avec la Russie. Alors, il y a sûrement maintenant des questions. Parce que, pardon, Katia. Oui, si vous me permettez, c'était pour réagir également à votre question. Évidemment, je rejoins entièrement ce que Fabien vient de dire concernant la question de la dépendance énergétique et économique dans un sens plus large. Je voulais vraiment insister peut-être sur la deuxième partie. On parle beaucoup de la dépendance énergétique, donc la question du gaz, du pétrole, mais la dépendance par rapport à tout un ensemble de métaux rares est vraiment fondamentale. En fait, on se rend peut-être pas suffisamment compte ou pas encore, mais tout un ensemble de secteurs stratégiques pour le développement économique de l'Union européenne est remis en question. Hein. On peut invoquer le secteur de l'aéronautique et la dépendance par rapport au titane. C'est le cas, par exemple, du palladium, des besoins en palladium pour le développement de l'industrie électronique. À titre d'exemple, la Russie contrôle la moitié du marché mondial de ce métal. Je peux continuer la liste, mais tout un ensemble de métaux qui sont considérés
par l'Union européenne comme métaux rares se trouvent en grande partie en Russie. Donc, la question de la diversification des fournisseurs est une priorité pour l'Union européenne dans les années à venir. Il y a peut-être un deuxième point sur lequel je voulais m'arrêter par rapport à cette question des enseignements à tirer pour les Européens. On parle beaucoup des États, des institutions, mais il y a aussi des enseignements à tirer pour le secteur privé, pour les entreprises. Donc là, je mets la casquette d'enseignante dans une école de management. Je pense que la guerre en Ukraine nous fournit un exemple par excellence de l'imbrication entre la géopolitique et le monde des affaires. Hein. D'un côté, nous avons une illustration parfaite de l'impact des bouleversements géopolitiques sur les activités des entreprises. Et d'autre part, nous voyons que les acteurs privés peuvent devenir de véritables acteurs géopolitiques. Nous avons vu des exemples, comment les entreprises réagissent à ce qui s'est passé en Ukraine. Certains décident simplement de suspendre leurs activités. C'est le cas de plus de 300 entreprises, Apple, Ford, Starbucks, Chanel, etc. La liste est très longue, hein, je ne vais pas la faire. D'autres vont plus loin dans leur action en proposant notamment des dons aux réfugiés ukrainiens. C'est le cas du groupe Kirin, LVMH, Chanel, etc. D'autres arrêtent leurs investissements. Bref, donc je pense qu'il y a aussi une réflexion à amener concernant la place des entreprises dans la géopolitique mondiale. Alors peut-être qu'on peut passer aux questions des personnes qui écoutent. Je vois une main levée, il me semble que c'est Gilles Escala qui a la main levée. C'est ça, c'est moi qui ai la main levée, mais pour faire coucou, hein, pas pour battre. Alors, j'ai deux questions à poser. La première est à mon avis, plutôt à Fabien. On dit que l'OTAN est là, en fait, en gros, pour faire la défense de l'Europe. Et j'aimerais savoir ce qui se passerait si un pays de l'Europe était attaqué, un pays qui ne ferait pas partie de l'OTAN. Voilà, ça c'est ma première question. Ma deuxième question, elle s'adresse à Maxime Lefebvre, qui il sous-entendait tout à l'heure que l'Europe avait fait des erreurs. Et j'aimerais qu'il développe un peu, parce qu'effectivement, je pense que Poutine n'a pas forcément besoin qu'on lui fournisse des occasions, mais tout de même, c'est intéressant de se poser des questions des erreurs qu'on a pu faire. Et en petite conclusion personnelle, je pense qu'on arrivera la Russie arrivera un jour à se débarrasser de Poutine et des plus durs. Et je pense qu'il serait souhaitable que, effectivement, la Russie soit dans l'Europe parce que géographiquement c'est le cas. Et enfin, n'oublions pas l'évolution des Allemands quand ils ont pris conscience de toutes les atrocités qu'ils ont faites. Alors, vous avez deux questions. Essayez de ne pas être trop long si on veut prendre d'autres personnes un petit peu aussi, s'il vous plaît. Fabien d'abord, je crois. Alors, que se passerait-il dans le cas d'une attaque contre un État de l'Europe, donc de l'Union européenne sans doute, mais qui ne serait pas membre de l'OTAN? En fait, tout dépend de la crédibilité des engagements qui sont pris dans le cadre des traités. Et tout dépend aussi je dirais, de la situation de ces pays par rapport à l'OTAN. Je m'explique. Donc, s'il s'agit de pays de l'Union européenne, en fait, qui ne sont pas membres de l'OTAN, on peut penser actuellement à la Finlande et à la Suède, qui justement cherchent à entrer rapidement dans l'OTAN. Que se passe-t-il en cas d'attaque contre la Finlande et la Suède? L'article 5 du traité de l'Atlantique Nord ne peut pas fonctionner. Mais de l'autre côté, la Finlande et la Suède sont membres de l'Union européenne. Dans la clause d'assistance mutuelle dans le cadre de l'Union européenne, 42.7 peut fonctionner, c'est l'article 42.7. Donc pour ces États-là, on pourrait dire que si on suit les traités, en fait, ils ne sont pas couverts par le traité de l'Atlantique Nord. Ils cherchent à l'être via l'adhésion à l'OTAN.
ils sont couverts d'une certaine manière par l'article 42.7 du traité sur l'Union européenne, mais évidemment sans les États-Unis et donc pas avec le même poids en matière de capacité militaire. Voilà, mais ça, c'est d'une certaine manière une réponse qui se situe sur le terrain des traités et des engagements pris à travers ces traités. La question qui se pose, c'est si ça se limite à ça, c'est-à-dire, d'abord, est-ce que l'article 5 du traité de l'OTAN est absolument fiable? C'est-à-dire, est-ce qu'on est, une question qu'on s'est posée tout au long de la guerre froide, est-ce qu'on est absolument certain que l'article 5 sera déclenché en cas d'attaque d'un de ses membres? On peut le penser malgré tout. Mais inversement, est-ce qu'il y a des situations où, contrairement à ce qui s'est passé dans l'Ukraine, l'OTAN pourrait réagir malgré tout? C'est-à-dire, concrètement, si on reprend l'exemple de la Finlande et de la Suède, est-ce qu'on est sûr que l'OTAN aurait la même réaction dans le cas d'une attaque contre la Finlande et la Suède qu'elle l'a eu pour l'Ukraine? Pas évident, hein. La Finlande et la Suède s'étant placées dans une perspective d'adhésion, Joe Biden a déjà indiqué que même si l'adhésion n'était pas réalisée, on renforçait d'une certaine manière le partenariat existant avec ces pays pour les mettre dans une situation presque de pré-article 5. Donc on commence à les envisager comme des États couverts par l'OTAN, alors que ça n'est pas le cas juridiquement. Monsieur Lefebvre? Oui, en tout cas, ces pays-là ont souhaité rentrer dans l'OTAN plutôt que de se laisser couvrir par la sécurité de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils se sentent quand même mieux protégés que par l'article 47, dont la mise en œuvre est quand même encore très, très en pointillé et très entrecroché, puisque l'article a été appliqué une seule fois pour la France après les attentats de Paris en 2015, donc plutôt en réaction à une attaque terroriste. Mais ça peut être un vrai engagement de sécurité collective entre pays européens. Pour le moment, ça n'a pas été énoncé, en tout cas. Alors, sur la question sur la Russie et les erreurs, moi, c'est compliqué de répondre parce que moi, j'ai travaillé à différents moments de ma carrière sur le dossier russe. Moi, j'ai mon analyse et ma vision sur la manière dont les choses se sont détériorées. La question, par exemple, le fait d'avoir promis à l'Ukraine et à la Géorgie qu'elle rentrerait dans l'OTAN en 2008, je pense que c'est une erreur. Parce que soit on était en mesure de faire entrer ces pays-là très vite dans l'OTAN, comme on était en train de le faire avec la Suède et la Finlande, soit il ne fallait pas provoquer la Russie. Et la guerre en Géorgie est survenue juste après avoir écrit ça dans le sommet de Bucarest. Donc je pense que là, par exemple, il y a eu une erreur. Ensuite, voilà, est-ce qu'on n'aurait pas pu la négociation de l'accord d'association au moment de la crise de 2013-2014? Est-ce qu'on aurait pu répondre de façon un peu plus ouverte aux propositions qu'a fait la Russie avant d'attaquer l'Ukraine le 24 février? Moi, je n'ai pas tous les éléments pour ça. Je ne suis pas au cœur du dispositif de décision. Je n'ai pas vu la lettre et la réponse qui a été faite. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais c'est des questions qu'à un moment donné, il faudra peut-être se poser, que des historiens devront se poser. Ensuite, sur la question de la Russie, oui, il finira par partir, mais qui viendra après lui? Quand on regarde la Serbie, par exemple, Milosevic, il a quitté le pouvoir, mais aujourd'hui, ça reste compliqué avec la Serbie. On le voit dans le dossier bosniaque, par exemple, avec les Serbes. Et donc, oui, on a raison de se poser qu'est-ce qu'on va faire avec les Russes, avec la Russie, après tout ça. Et il faudra trouver des moyens de s'entendre. Est-ce qu'un prochain régime russe acceptera d'abandonner tout ce que Poutine a conquis en Ukraine? Je ne sais pas. Mais question, effectivement, il faut réfléchir un peu au-delà de la crise actuelle, je pense. Alors, je vois M. Antoine R, mais je ne sais pas qui c'est. Est-ce qu'il peut… Bonjour. Ah. Voilà. Une question. Oui, alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour la tenue de cet échange qui est très intéressant. Je vous remercie les intervenants. Et moi, j'avais une question vis-à-vis du futur du projet d'intégration européenne en matière de défense au regard de la crise actuelle. Quand on
suit les dossiers de défense européenne depuis plusieurs années, on observe que des initiatives sont menées, notamment sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, mais qu'en même temps, ces dossiers patinent beaucoup, notamment en raison de la concurrence transatlantique. Et malgré le départ de Trump et l'arrivée de Joe Biden, cette crise en Ukraine semble montrer que le partenariat avec les États-Unis semblait plus important, y compris même pour de grands États européens comme l'Allemagne. Donc ma question était, est-ce que finalement le contexte actuel auquel on a... Posez-vous la question. À qui posez-vous la question? À M. Terpan ou à Monsieur Lefebvre, exactement. Mais c'est une question générale. Est-ce que ce contexte en trompe-l'œil d'unité européenne vis-à-vis des sanctions ne pourrait pas masquer un certain patinement de l'idée d'approfondissement de l'Union européenne en raison du poids qu'ont les États-Unis dans la défense européenne et le fait qu'ils reviennent en faveur de cette crise? Tout est fermé, Anne-Marie. Alors, c'est pas qui veut répondre. Les listes, tout ça, oui. Monsieur Lefebvre? Je pense qu'on parlait tout à l'heure des enseignements de la crise. C'est clair qu'un des enseignements, l'Europe doit se réarmer, c'est un réveil géopolitique, elle doit consacrer plus d'argent à sa défense. Bon, ce qui change quand même. C'est ma clé dans la voiture. Ce qui change quand même par rapport je dirais, à la situation de la guerre froide, c'est que les Européens avaient quand même peu d'existence en matière de défense pendant la guerre froide. Il y avait l'UO, mais enfin c'était un peu une coquille vide, et pour le reste, tout se passait dans l'OTAN avec quelques projets d'armement communs, Milan, voilà, bon, les missiles Hot et Milan, et les hélicoptères, bon, mais il n'y avait pas grand-chose quand même. Là, on est quand même dans une situation où on a créé une PSDC avec des interventions. On parle quand même de cet article 42.7 qui, voilà, même s'il y a des limites. Et puis, on met de l'argent en commun sur la défense, non seulement pour livrer des armes, mais aussi pour développer des projets en commun. Donc, est-ce que le char européen du futur va se faire? Est-ce que l'avion de combat européen va se faire? Ça, c'est des questions majeures, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plus d'unité aujourd'hui autour de ça. Il y a des moyens communs. Là, la Commission vient de faire une communication sur les manques des investissements de défense européenne. Donc, elle voudrait dépenser plus pour des investissements communs. Tout ça, c'est quand même des choses qui ont changé. Alors, oui, on est dépendant des Américains. Oui, les Américains jouent un rôle important. Mais si les Européens arrivent à être plus unis, regardez ce qu'ils ont réussi à faire avec Airbus. Si on arrivait à le faire aussi dans les avions de combat, si on arrivait aussi à le faire dans les navires de combat, si on arrivait à le faire dans les drones, si on arrivait à le faire dans les chars, bah, l'Europe pèserait quand même plus. Hein. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est une tendance qui était là d'ailleurs avant, je dirais, avant la crise de 2022, mais qui va sans doute se poursuivre. Fabien, tu voulais ajouter? Oui, merci pour la question. Et j'ai un élément de réponse supplémentaire pour peut-être contextualiser tout cela par rapport aux outils d'analyse que les sciences sociales nous donnent pour répondre à ce type de questions. Et typiquement, la question qui est posée, c'est celle de l'impact de ce nouveau contexte sur l'Europe de la défense, d'une certaine manière, nous amène à mettre en relation deux types de facteurs déterminants qui peuvent déterminer le futur de l'Europe de la défense. Il y a des facteurs qui sont internes, qui viennent de l'Union européenne et qui sont d'une certaine manière liés à une sorte d'effet d'engrenage qui pourrait continuer à fonctionner comme il a toujours un peu fonctionné dans la construction européenne. Et dans le domaine de la défense, on peut dire tout ce qu'on a vu émerger à partir des années 2016-2017, le Fonds européen de défense, la coopération structurée permanente, la coordination des lois de programmation militaire, de la programmation militaire, tout cela, d'une certaine manière, fait partie d'une sorte de dynamique interne qui continue à se développer parce qu'elle est mise en place à un moment donné et donc ça se poursuit, il y a cette logique qui se poursuit. Mais ça a quand même des limites. Ça a une première limite, qui peut être celle de la volonté des gouvernements. Donc il faut donner à ces outils quand même du concret et donc faire
en sorte que les outils qui sont créés, à un moment donné, soient véritablement des outils qu'on utilise pour déboucher sur un renforcement capacitaire notamment. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas en train de se passer, mais on n'est pas encore absolument certain que ce qui a été mis en place à partir de 2016-2017 va vraiment déboucher et faire la différence. Et dans tout cela arrive un événement extérieur, donc une crise qui non seulement est une crise, mais est une guerre, avec toutes les atrocités qu'elle amène avec elle. Et cette guerre peut effectivement jouer dans un sens ou dans un autre, puisqu'on peut dire que cet événement extérieur devrait inciter les Européens à renforcer leur capacité militaire, et c'est le cas. Comme je le disais, les budgets de défense sont prévus à la hausse, y compris dans des États comme l'Allemagne, où la logique était toujours celle de la retenue militaire. Donc là, il y a un vrai changement, un vrai impact. Mais la question est, à qui cela profitera-t-il d'une certaine manière, plus à l'OTAN ou plus à l'Union européenne? À court terme, ces États se tournent vers l'OTAN et l'OTAN est est relégitimée par la guerre en Ukraine. Et c'est encore un peu tôt de répondre, mais il y a aussi le risque, d'une certaine manière, que cette urgence actuelle, plutôt que de mener à un approfondissement du projet d'Europe de la défense, mène tout simplement à sa mise sur le côté au profit immédiat de l'OTAN, de l'achat de matériel militaire américain, etc. Donc, ma réponse n'est pas très précise parce que je n'ai pas de boule de cristal, évidemment, mais il y a effectivement, avec le choc extérieur, deux possibilités. Soit ça donne à la dynamique interne un ressort supplémentaire, soit au contraire, ça coupe un peu ce ressort, cette dynamique interne. Je vous remercie. Henri, le micro. Micro. Le micro, oui. Mais je ne voyais pas d'autres mains se lever alors, sur ce registre. Qu'est-ce que vous pensez, donc, puisqu'il n'y a pas de main, je pose mes questions, mais que pensez des sondages relativement récents qui montrent que les Français seraient relativement favorables à une défense européenne, voire même une armée européenne, dans des sondages relativement récents? C'est assez surprenant. Ça, c'est quand même quelque chose qui a tout été, hein. Quand on demande aux citoyens, êtes-vous en faveur d'une défense européenne, d'une armée européenne, etc., vous avez toujours des sondages favorables. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on met derrière? Est-ce qu'on met une défense européenne au sens coopération d'armement? Est-ce qu'on met une armée européenne complètement intégrée qui supplanterait les armées nationales? Est-ce qu'on fait des unités multinationales? Est-ce que ça veut dire qu'on assure notre défense en commun? Cette question, en fait, elle ne veut rien dire. Elle est très floue. Et je ne suis pas sûr que si on décidait de faire un nouveau traité où on mettrait, par exemple, une seule armée européenne qui remplacerait les armées nationales, je ne suis pas sûr que ce traité passerait. Parce que c'est quand même symbolique de la nation, de la survie de la nation, l'armée. Surtout qu'en plus, pour mettre en œuvre les armées sur une opération, on a besoin de décisions nationales. C'est pas le Parlement qui va décider d'envoyer les soldats européens, les soldats de différents pays au casse-pipe. Donc c'est quand même compliqué tout ça. Je voulais peut-être ajouter un élément à ce que vient de dire Fabien Terpan. Il y a peut-être, au-delà des deux éléments très intéressants qu'il a cités, il y a peut-être aussi l'élément de la Chine qu'il faut prendre en compte. Parce que c'est vrai que cette guerre, elle nous apparaît comme une guerre avec la Russie sur l'Ukraine, mais derrière, il y a quand même aussi la grande compétition géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Et les Américains, voilà, leur principal adversaire, en réalité, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. C'est l'adversaire le plus menaçant, c'est le plus fort, qui est en train de se développer, qui va peut-être les dépasser. Donc, ils vont être à un moment donné être amenés à être plus dans un rapport direct avec la Chine, et ils vont peut-être avoir besoin d'Européens plus unis. Qui dépensent plus, et là ça peut peut-être renforcer justement les chances. En tout cas, c'est un peu comme ça qu'on le voit quand on discute un peu au Quai d'Orsay sur ces sujets-là, que ça puisse effectivement encourager une plus grande Union européenne, une plus grande unité européenne sur ces questions de défense, peut-être une plus grande autonomie, une plus grande capacité d'agir, de peser. Voilà, mais je suis prudent.
Alors, vous écriviez, et je vous pose à vous-même la question aussi, vous écriviez en 2012, l'Union européenne peut-elle devenir une grande puissance? Nous sommes en 2022, est-ce qu'elle est devenue une grande puissance? Non, parce que si vous voulez, un des éléments qui définissent une grande puissance, c'est la capacité de penser sa sécurité par elle-même. Et à la rigueur, la France, oui, parce qu'elle a sa dissuasion nucléaire, donc elle pourrait même presque, si elle le souhaitait, sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, et puis entrer dans des relations un peu avec les autres pays au cas par cas. Mais l'Union européenne elle-même, aujourd'hui, non. Elle a ni ce centre de décision intégré dont je parle, et ni la capacité d'assurer sa sécurité par elle-même. Tous les autres pays européens, par la France, ils sont fondamentalement dépendants de la sécurité assurée par les États-Unis, à la fois dans la dissuasion nucléaire, dans le parapluie nucléaire, et aussi par toute la puissance qu'ont les États-Unis en termes militaires, conventionnels, diplomatiques, etc. Donc oui, malheureusement, l'Union européenne n'est pas une grande puissance. Donc, ça reste une puissance douce, Fabien Terpan? En fait, tout dépend ce qu'on met derrière grande puissance. Donc, effectivement, grande puissance telle que définie à l'instant par Maxime Lefebvre, j'approuve évidemment ce qui vient d'être dit. Et c'est vrai que quand on utilise le terme grande puissance, c'est généralement, on l'utilise d'une manière un peu traditionnelle, c'est-à-dire comme on l'a souvent utilisé du temps de la guerre froide. Enfin, on utilisait plus superpuissance, mais grande puissance était souvent associée à la puissance militaire. Et donc, effectivement, s'il n'y a pas cette capacité d'assurer sa propre sécurité, dans ce cas-là, ça ne correspond pas à cette définition-là de la grande puissance. Mais si on s'en tient à la puissance de manière générale et qu'on fait la comparaison Union européenne-France, par exemple, ben, évidemment, la France n'est pas une puissance sur le plan économique au niveau de ce que l'Union européenne est dans son ensemble, en fait. Mais si on parle de grande puissance dans le sens capacité à assurer sa défense, ben la France peut le faire. Elle a les outils d'une défense territoriale. Au niveau de l'Union européenne, on n'est même pas au début d'une réflexion sur la défense territoriale. Donc, puissance douce, mais tout le monde l'est un petit peu. Hein. Les États-Unis aussi font preuve de soft power. La difficulté, c'est qu'on assimile souvent cette notion de puissance douce à l'Union européenne parce qu'elle n'est, on l'a dit, incapable d'être autre chose qu'une puissance douce. Mais ça, l'avenir nous le dira. Elle est un petit peu plus qu'une puissance douce parce que quand on prend des sanctions économiques, on n'est pas si doux que cela, d'une certaine manière. Et le caractère massif des sanctions à l'égard de la Russie le montre. Hein. Ce n'est pas uniquement une puissance douce. Maintenant, la coercition, c'est normalement à la fois la coercition militaire et non militaire. Pour le moment, sur la coercition non militaire, l'Union européenne est présente. Sur la coercition militaire, elle ne l'est pas. Est-ce que vous avez le sentiment que les sanctions à l'égard de la Russie vont avoir des effets très clairs? Peut-être Katia. Oui, si vous me permettez, je vais simplement revenir très rapidement sur la question précédente, la question de la puissance européenne. À mon sens, le vrai défi à la puissance européenne dans les années à venir, c'est qu'elle est confrontée à un espace, un État en l'occurrence, qui n'a aucun doute sur ses capacités de puissance, qui joue sur l'image d'une grande puissance à l'international face à sa population, le gouvernement de la Russie bâtit toute sa légitimité actuelle aux yeux de sa population sur cette idée de puissance vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi une puissance vis-à-vis de sa population, c'est-à-dire ce pouvoir patriarcal fort incarnant la force physique. Voilà, et par rapport à votre question, Henri, est-ce que vous pouvez me la rappeler, s'il vous plaît? Je l'ai pas Est-ce noté. que les sanctions très importantes qui ont été prises par l'Union européenne et ses États membres vont avoir réellement un effet sur ce conflit?
Je pense elles ont déjà de l'effet sur la Russie. En tout cas, on ne sait pas dans quelle mesure ça va influencer sa décision de mener la guerre à court terme. Est-ce qu'elle va se retirer? Est-ce qu'elle va se contenter simplement de ses victoires dans le Donbass? Mais on voit clairement que la Russie pâtit de ces sanctions, autant d'un point de vue symbolique au niveau de l'image que véhicule maintenant le pays au niveau international, mais aussi sur le plan économique. L'inflation dépasse 18%. Les prévisions en termes du chute de PIB sont quand même assez alertantes, malgré les positions économiques qui peuvent paraître plutôt solides pour cet État, une faible dette extérieure, des fonds souverains, etc. Mais les prévisions, la chute du PIB annoncée par la Banque centrale russe est estimée de 8 à 10% cette année. Donc, c'est-à-dire que les effets, il ne faut pas les attendre, ils sont là. Voilà. Après, est-ce qu'ils vont faire plier Vladimir Poutine pour se retirer rapidement? C'est une autre question pour moi. Donc, il y a une vraie puissance européenne sur le plan juridique, d'une certaine manière, sur le plan économique, et importante face à la Russie, me semble-t-il. Je sais pas. Il y a une puissance, oui, à infliger des sanctions. Moi, ce qui me frappe quand même beaucoup dans cette situation, et ça, il faudra quand même regarder ça à plus long terme, c'est que l'Europe est quand même très, très frappée aussi par les sanctions, à la fois en termes d'inflation, on arrive là, je viens de lire une dépêche qui disait qu'on n'allait probablement pas réussir à faire un embargo sur le pétrole russe, donc on reste quand même dépendant de ces hydrocarbures russes. On a des perspectives économiques qui s'assombrissent. On risque d'avoir des pénuries alimentaires mondiales. Enfin, on a quand même beaucoup de conséquences en chaîne dont nous sommes aussi touchés. Alors, là, c'est la guerre en Ukraine qui a des conséquences aussi alimentaires, vraisemblablement. Oui, tout est mélangé, mais si vous voulez, c'est vrai que moi, je ne sais pas très bien jusqu'où tout ça va aller. C'est un coup pour la Russie, mais la Russie peut aussi avoir une très grande résilience aux sanctions. Ce qui était frappant après 2014, c'est que les Russes ont réagi aux sanctions occidentales en faisant un embargo agroalimentaire, qui a donc frappé l'industrie agroalimentaire européenne, et ils sont devenus autosuffisants en matière agroalimentaire. Donc peut-être qu'ils vont construire des voitures moins bonnes, qui n'ont pas d'airbag, etc. Mais ils peuvent aussi survivre aux sanctions, puis vendre leur énergie à la Chine et à l'Inde, et faire d'autres coopérations avec d'autres. Donc moi je me demande où tout ça nous mène, si vous voulez, ce détricotage de toutes les interdépendances dont parlait Fabien Tarpan tout à l'heure. Je veux dire, même pendant la guerre froide, on achetait du gaz soviétique. Là, on est en train de s'imaginer de couper complètement tout lien économique, pratiquement tout lien financier, etc. Moi, je me demande où on va. Et je ne suis pas complètement sûr que cette stratégie va permettre de faire plier les Russes. D'autant que l'Ukraine est quand même très lourdement frappée. La Russie a perdu 10% de son PNB, mais l'Ukraine, c'est 50%. Avec un tiers de sa population qui est déplacée, les destructions, les territoires qui ont été conquis par les Russes. Donc, quand on a vu toutes ces conséquences, c'est assez accablant. Je crois, Katia, nous arrivons à la fin de l'exercice, non? Pardon, j'ai coupé, non, pas coupé. Pardon, c'est moi qui ai coupé le micro. Il est 18h29, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas de main se lever. Conclure, hein. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de ces échanges qui ne sont pas forcément très rassurants. Ah, Catherine Schneider veut dire quelque chose? Oui, excusez-moi, j'ai mis du temps. Je suis très maladroite avec ces instruments informatiques. J'avais peut-être une petite question qui a été à un moment évoquée, qui est la question de la neutralité possible de l'Ukraine comme instrument de résolution de la guerre, dans le post-conflit. Il a été rappelé que effectivement, lorsque l'OTAN a parlé d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine, elle a un peu agité
le chiffon rouge, hein, Oui. et qu'elle a franchi une ligne qui n'était pas très, très à droite. Alors, on sent que ça fait partie des choses qui se préparent dans les négociations qui finiront par arriver, hein, pour les négociations de paix. Et on a l'expérience que la neutralité a été utile dans beaucoup de cas. Elle a été utile pour l'Autriche, elle a été utile pour l'Irlande. Et je voudrais donc interroger les intervenants sur ce qu'ils pensent donc de cet outil comme instrument de négociation. Et puis, surtout, il ne suffit pas de parler de la neutralité. On sait qu'il y a autant de régimes de neutralité qu'il existe de neutralité. Donc, effectivement, ça va être très, très intéressant de voir de quoi est-ce que l'on va parler. Est-ce que ce sera une neutralité qui pourra bénéficier d'une garantie internationale? Est-ce que c'est une... Voilà, je voulais avoir le sentiment un petit peu, au moins de Fabien Partant et peut-être de Maxime Lefebvre, sur la neutralité comme source potentielle de sortie de la guerre. Messieurs, vous avez la réponse. Monsieur Lefebvre? Bah, oui, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut travailler. Après, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui a été agressé, donc une partie du territoire qui est en partie dépecée, avec une partie du territoire qui est occupée par l'agresseur. Donc, comment est-ce qu'on aboutit comme ça à une neutralité et garantie par qui? Quand l'Ukraine s'était débarrassée de ses armes nucléaires en 1994, il y avait à l'époque un mémorandum de Budapest qui avait été signé par la Russie et qui garantissait l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et la Russie s'est complètement assise dessus. Donc, si vous voulez, je pense que c'était une piste à un moment où, voilà, où les choses étaient moins graves qu'aujourd'hui. Est-ce que ça peut le redevenir? Peut-être, hein, je crois qu'il faut l'avoir en tête. Bon, je vais pas dire comme c'est enregistré, je ne vais pas dire des choses que je devrais Il faut pas rester dire. diplomate. Mais comment? Il faut rester diplomate. Voilà. Mais si vous voulez, on ne voulait pas en entendre parler de cette neutralité, les Occidentaux. Donc, si la guerre se termine avec une neutralité de l'Ukraine, ça risque d'apparaître comme une victoire de Poutine. Et là, j'ai entendu récemment que alors, ils ont parlé à un moment donné de défaite stratégique. Il faut que la guerre soit une défaite stratégique de Poutine, mais ça peut aussi aboutir à une. Ils veulent maintenant leur discours en disant il ne faut pas que ce soit une victoire. C'est ce qu'a dit Clément Beaune. Il a dit il ne faut pas que ce soit une victoire. Donc voilà, c'est ce qu'on fait que cette neutralité puisse éventuellement être un élément. Vous voyez, de la solution, d'une sortie diplomatique, sans que ça apparaisse comme une sortie, comme une victoire de Poutine, et que ça soit en même temps perçu par les Ukrainiens comme quelque chose qui renforce leur sécurité ou qui leur donne des garanties. C'est pas simple, hein. Est-ce que Fabien Terpan a une réponse simple? Absolument pas, mais peut-être une des pistes, et pour aller dans le sens du dernier propos de Catherine Schneider, la diversité des formes de neutralité. D'abord, je partage totalement ce qui vient d'être dit, hein, donc, mais peut-être dans la diversité des formes de neutralité ou de non-alignement de l'Ukraine. Bon, on sait que quand on regarde les statuts existants et les relations que les États dits neutres et non alignés ont avec l'OTAN, il peut y avoir d'importantes différences et que certains neutres et non alignés sont malgré tout dans un partenariat avec l'OTAN. Donc voilà, il y a une solution, disons, moins... si on imagine que pour, disons, le côté occidental, la neutralité serait peut-être un outil de négociation de paix, mais en même temps un peu un aveu d'impuissance face à Poutine. Ben, on peut imaginer qu'il y a une gradation et qu'il y a la neutralité totale ou il y a la neutralité avec malgré tout des relations avec l'OTAN. Vous voyez, il y a
des nuances dans les formes de neutralité qui peuvent émerger. Et une forme de neutralité n'en vaut pas une autre. Une forme peut être plus proche de l'OTAN et une autre, au contraire, plus proche de la finlandisation, pour réutiliser ce terme. Bon, ben, nous sommes obligés d'arrêter, je crois, Katia, non? C'est ça? Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Vous n'êtes pas forcément toujours très optimiste sur. J'ai l'impression qu'on va encore parler de la guerre en Ukraine un certain temps, malheureusement pour les Ukrainiens. Merci beaucoup à vous tous. Au revoir. Merci Au revoir, beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.